Une mère a vendu ses cheveux et travaillé la nuit pour que son fils étudie en ville. Il avait honte d'elle devant ses amis. Ces mots-là, chers amis, ce n'est pas un inconnu qui les a prononcés. C'est un fils. Un fils qui parlait à la femme qui avait vendu ses propres cheveux pour qu'il puisse manger. Si cette histoire vous touche déjà, alors abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et restez jusqu'à la fin, parce que ce que la vie a réservé à ce jeune homme dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Cette histoire commence à Bafang, une petite ville de la région de l'Ouest au Cameroun, là où les collines sont vertes et où les matins sentent la terre mouillée et le café frais. Madeleine Kengné avait 32 ans quand son mari, Théophile, est mort d'un accident de moto sur la route nationale. Ce jour-là, elle portait leur deuxième enfant dans son ventre. Leur premier fils, Eric, avait 4 ans. Il serrait la main de sa mère pendant l'enterrement, trop petit pour comprendre pourquoi tout le monde pleurait, mais assez grand pour sentir que quelque chose s'était cassé dans sa vie. Après l'enterrement, la famille de Théophile n'a pas attendu longtemps. Dès la 2e semaine, son frère aîné, oncle Janvier, est venu frapper à la porte de la petite maison en briques rouges. Un arrangement. Son mari n'était même pas encore froid dans la terre que sa famille parlait déjà d'arrangement. Madeleine a regardé oncle Janvier avec des yeux secs. Elle ne pleurait plus. Elle avait épuisé toutes ses larmes. « Code 5 », a-t-elle dit calmement. « Code 6 ». 3 mois plus tard, Madeleine a donné naissance à une petite fille qu'elle a appelée Grâce. Parce que c'était par la grâce de Dieu qu'elle tenait encore debout. Dès qu'elle a pu marcher sans douleur, elle a pris ses 2 enfants, un sac de vêtements, une marmite et un petit matelas, et elle est partie s'installer dans une chambre qu'elle louait à 15 000 francs par mois dans un quartier populaire de Bafang. Cette chambre, c'était tout. Cuisine, salon, chambre à coucher. Un rideau séparait l'espace où les enfants dormaient de l'espace où Madeleine préparait le repas sur un petit réchaud à gaz. Les murs étaient humides pendant la saison des pluies. Le toit fuyait au-dessus de la porte. Mais c'était chez elle. Personne ne pouvait la chasser. Madeleine ne savait faire qu'une chose, travailler. Le matin, dès 4 heures, elle se levait. Pendant que ses enfants dormaient encore, elle préparait des beignets haricots et des beignets farine, qu'elle allait vendre devant l'école primaire du quartier. Elle vendait chaque beignet à 25 francs. Pour gagner 3 000 francs, il fallait vendre 120 beignets. 120 beignets, chaque matin, sans exception. L'après-midi, elle lavait le linge des voisins. 500 francs par bassine. Ses mains étaient rouges, craquelées, rongées par le savon et l'eau de javel. Le soir, quand les enfants étaient couchés, elle cousait des pagnes pour les femmes du marché. 2 000 francs la couture. Elle cousait parfois jusqu'à minuit, les yeux brûlants, le dos cassé, avec une seule ampoule au-dessus de sa tête. Tout cet argent, chaque franc, allait dans 3 choses: la nourriture, le loyer et l'école d'Éric. Parce que Madeleine avait une obsession, une seule. Son fils Éric devait étudier. Il devait aller loin, plus loin qu'elle, plus loin que Théophile, plus loin que cette chambre humide et ses beignets à 25 francs. « Mon fils, lui disait-elle chaque soir en le bordant, un jour, tu seras quelqu'un. Tu porteras une chemise propre et tu travailleras dans un bureau. Maman souffre aujourd'hui
pour que tu ne souffres pas demain. » Éric hochait la tête. Il voyait sa mère se lever à 4 heures. Il sentait l'odeur de l'huile chaude des beignets quand il se réveillait. Il voyait ses mains abîmées quand elle lui servait le repas. Et dans sa petite tête d'enfant, il s'était fait une promesse. Un jour, il rendrait tout à sa mère. Les années ont passé. Éric a grandi. Il était intelligent, sérieux, toujours premier ou deuxième de sa classe. Ses professeurs disaient tous la même chose. Ce garçon-là ira loin. Mais ce que personne ne disait, c'est combien ce quote 10 coûtait à Madeleine. Quand Éric est entré au lycée, les frais ont augmenté. Les livres coûtaient cher. L'uniforme coûtait cher. Le transport coûtait cher. Madeleine a ajouté une activité. Elle a commencé à vendre des arachides grillés le soir, au bord de la route, sous la lumière blafarde des lampadaires. Debout, pendant des heures, avec les moustiques, avec la fatigue, avec le bruit des motos. Un jour, elle n'avait plus assez d'argent pour payer les frais d'examen d'Éric. 50 000 francs. Une somme énorme pour elle. Elle a fait le tour de tous ses voisins. Personne ne pouvait l'aider. Alors Madeleine a fait quelque chose que personne n'oubliera jamais dans ce quartier. Elle est allée chez Mama Rosalie, la coiffeuse du marché central. « Rosalie, combien tu paies pour les cheveux naturels ?» Mama Rosalie l'a regardée, surprise. Les cheveux de Madeleine étaient sa fierté. Longs, épais, noirs comme la nuit. Son mari Théophile les adorait. C'était la dernière chose belle qu'elle possédait. La dernière trace de la femme qu'elle avait été, avant que la vie ne la broie. Elle s'est assise sur le tabouret de Mama Rosalie. Elle a fermé les yeux. Elle a senti les ciseaux froids contre sa nuque. Et quand elle s'est relevée, elle avait la tête presque rasée et 40 000 francs dans la main. Elle est rentrée chez elle ce soir-là avec un foulard sur la tête. La petite Grâce, qui avait alors 5 ans, la regardait avec de grands yeux. Le lendemain, Éric avait ses frais d'examen payés. Il a réussi brillamment. Et Madeleine a souri, malgré sa tête nue, malgré ses mains cassées, malgré tout. Mais ce que Madeleine ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Éric a obtenu son baccalauréat avec mention. C'était un jour de fête dans le quartier. Les voisins sont venus féliciter Madeleine, même ceux qui ne l'avaient jamais aidée. Elle a préparé du riz et du poulet avec ses dernières économies, parce que ce jour-là, la fierté valait plus que l'argent. Ensuite, il fallait l'université. Éric a été admis à l'université de Douala. Douala, la grande ville. Madeleine a pleuré de joie et de terreur en même temps. Comment allait-elle financer ça? Elle a fait ses calculs. L'inscription, 150 000 francs. Le loyer d'une chambre à Douala, 25 000 francs par mois. La nourriture, au moins 30 000 francs par mois. Les photocopies, les livres, le transport, encore 20 000. Au total, il fallait trouver presque 100 000 francs chaque mois, plus les frais d'inscription. Madeleine a pris une décision. Elle a ajouté le travail de nuit à sa routine. Après avoir vendu ses arachides le soir, elle allait nettoyer un petit hôtel du centre-ville. De 22h à 3h du matin. 5 nuits par semaine. 30 000 francs par mois. Elle ne dormait plus que 2 heures par nuit. Ses voisins la voyaient fondre. Ses joues se creusaient, ses yeux s'enfonçaient. La femme de 42 ans en paraissait 60. Mama Christine, sa voisine, la suppliait. « Quoi 17 ?
Quad 18. Chaque mois, sans faute, Madeleine envoyait l'argent par Orange Money. 80 000, parfois 90 000 francs. Tout ce qu'elle gagnait, moins le strict minimum pour elle et Grace. Elle mangeait du couscous de maïs avec de la sauce d'arachide presque tous les jours. De la viande, 1 fois par semaine, parfois moins. Grace, qui grandissait elle aussi, ne se plaignait jamais. Elle avait compris. Elle aidait sa mère à frire les beignets le matin, à trier les arachides le soir. Du haut de ses 10 ans, elle portait déjà le poids d'une adulte. Éric, pendant ce temps, découvrait Douala, la grande ville, les voitures, les restaurants, les boîtes de nuit, les filles bien habillées, les garçons avec des baskets neuves et des téléphones Samsung. Éric regardait tout cela avec des yeux émerveillés. Et petit à petit, une chose terrible a commencé à germer dans son cœur. La honte. La honte de sa mère qui vendait des beignets. La honte de son village. La honte de ses vêtements trop simples. La honte de ne pas avoir de père avec une grosse voiture. La honte de cette vie qu'il voulait laisser derrière lui. Il s'est fait des amis, des garçons de famille aisée. Kevin, le fils d'un entrepreneur. Thierry, le fils d'un haut fonctionnaire. Brice, dont le père avait 3 magasins à Aqua. Ces garçons portaient des polos Ralph Lauren. Ils allaient au restaurant le week-end. Ils parlaient de vacances à Kribi. Et ils ont commencé à poser des questions. Éric a avalé sa salive. Les mensonges. Les premiers mensonges. Ils sont tombés de sa bouche comme des feuilles mortes. Et chaque mensonge l'éloignait un peu plus de la vérité. Un peu plus de Madeleine. Un peu plus de lui-même. Et ce n'était que le début. Un jour, Madeleine a décidé de rendre visite à son fils. Elle avait économisé pendant 2 mois pour pouvoir prendre le bus jusqu'à Douala. Elle avait acheté un nouveau pagne, le premier en 3 ans. Et elle avait préparé un sac de vivres, du maïs, des haricots secs, de l'huile de palme, des condiments. De quoi nourrir Éric pendant 1 mois. Elle est arrivée à Douala un samedi matin, après 6 heures de route dans un bus bondé qui sentait la sueur et le gazole. Elle a trouvé la cité universitaire. Elle a demandé le bâtiment, l'étage, la chambre. Son cœur battait, de fierté et d'émotion. 2 ans qu'elle n'avait pas vu son fils. Quand elle a frappé à la porte de sa chambre, c'est Kevin qui a ouvert. « Oui, madame ? » ?»« Je suis la mère d'Éric. » Kevin l'a regardée de haut en bas. Son pagne simple, ses chaussures usées, son foulard sur la tête, le gros sac de vivres qu'elle portait sur le dos. « Attendez ici, a-t-il dit. Madeleine a entendu des murmures derrière la porte. Puis Éric est sorti. Son visage n'exprimait pas la joie. Il exprimait la panique. Madeleine a voulu le serrer dans ses bras. Éric a reculé d'un pas. « Maman, pas ici. Viens, on va descendre. » Il l'a emmenée dehors, loin du bâtiment, loin de la vue de ses amis. Ils se sont assis sur un banc, sous un manguier. Madeleine a ouvert son sac avec fierté. Le sourire de Madeleine s'est figé. « Éric, ça fait 2 ans que je ne t'ai pas vu. Tu es mon fils. Je voulais voir ton visage, voir ta chambre, voir comment tu vis. Maman, ici c'est pas comme au village. Les gens sont différents, tu comprends ? » Non, elle ne comprenait pas. Ou plutôt, elle comprenait trop bien. Et cette compréhension lui brûlait la poitrine comme du charbon ardent.
À ce moment-là, Kevin et Thierry sont passés près du banc. Eric s'est raidi. « Quote 33 », a lancé Kevin avec un sourire moqueur. Et là, Eric a prononcé les mots qui allaient changer le cours de cette histoire. Les mots qu'aucune mère ne devrait jamais entendre de la bouche de son enfant. C'est juste quelqu'un du village qui m'a apporté des provisions. Quelqu'un du village. Madeleine n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé son fils. Et dans ce regard, il y avait 20 ans de beignets à 25 francs, de nuits sans sommeil, de cheveux vendus, de mains cassées par le savon. Tout cela réduit à 4 mots. Quelqu'un du village. Kevin a ri. « Ah, c'est gentil, les gens du village sont toujours généreux. Merci, maman », a-t-il dit à Madeleine en s'éloignant. Quand ils sont partis, Eric s'est tourné vers sa mère. « Maman, je suis désolée, mais tu comprends, ici c'est compliqué. »« Eric », a dit Madeleine d'une voix qu'elle ne se connaissait pas, une voix basse, tremblante, qui venait du fond de ses entrailles. « Regarde mes mains. » Elle a levé ses mains devant lui. Des mains de femme de 50 ans sur un corps de 42 ans. Des mains striées, brunes, calleuses, avec des ongles courts et des crevasses autour des articulations. Ces mains te lavent depuis que tu es né. Ces mains ont frit des beignets tous les matins pour toi. Ces mains ont frotté le linge sale des autres pour toi. Ces mains ont cousu des pagnes jusqu'à minuit pour toi. Et aujourd'hui, pour toi, je suis, quote, 0 ? Eric a baissé les yeux. Maman, Non, laisse-moi finir. Ton père est mort quand tu avais 4 ans. J'ai tout porté seul. Seul. Pas un oncle, pas un frère. Personne ne m'a aidé. J'ai vendu mes cheveux pour payer tes examens. Mes cheveux, Eric. La seule chose belle que j'avais. Et toi, tu as honte de moi ? Le silence qui a suivi était plus lourd que toutes les paroles du monde. Madeleine s'est levée. Elle a laissé le sac de vivres au pied de son fils. Elle a refait son foulard, redressé ses épaules, et elle est partie vers l'arrêt de bus. 6 heures de route pour venir. 30 minutes avec son fils. 6 heures de route pour rentrer. Dans le bus du retour, elle a pleuré. Pas à gros sanglots, non. Des larmes silencieuses qui coulaient le long de ses joues et tombaient sur son pagne neuf. Le pagne qu'elle avait acheté pour être belle devant son fils. Le pagne que son fils n'avait même pas regardé. Mais la vérité allait bientôt éclater. Après cette visite, quelque chose a changé entre Madeleine et Eric. Les appels sont devenus rares. Eric ne téléphonait plus que pour demander de l'argent. Jamais pour prendre des nouvelles. Jamais pour demander comment allait Grace. Jamais pour dire « Code 42, Code 43, Code 44, Code 45 ». Chaque fois, Madeleine envoyait. Elle ne posait plus de questions. Elle envoyait et elle priait. Priait pour que l'éducation transforme son fils en un homme bon. Priait pour que cette phase passe, comme la pluie passe. Un soir, la petite Grace, qui avait maintenant 13 ans, a regardé sa mère compter des billets froissés sur le lit. « Maman, pourquoi tu envoies autant à Eric ? On n'a même plus de quoi acheter du poisson. »« Ma fille, ton frère étudie. C'est un investissement. »« Un investissement ? Il ne t'appelle même pas le dimanche, maman. » Madeleine a regardé sa fille. Cette fille qui ne demandait jamais rien. Cette fille qui portait les mêmes chaussures depuis 1 an. Cette fille qui lavait son propre uniforme et qui aidait à la cuisine sans qu'on le lui demande. Et dans les yeux de Grace,
Madeleine a vu quelque chose qu'elle n'avait pas envie de voir. La vérité. Mais elle a chassé cette pensée. Code 49. Grace n'a rien dit. Elle a juste pris la marmite et elle est allée préparer le dîner. Les mois ont passé. Eric était maintenant en 3e année et Madeleine a reçu un appel qui l'a rempli de joie. Eric allait participer à une cérémonie de remise de prix à l'université. Il était parmi les meilleurs étudiants de sa promotion. Madeleine a décidé d'y aller. Cette fois, elle n'a pas prévenu Eric. Elle voulait lui faire la surprise. Elle a emprunté 20 000 francs à Mama Christine, elle a pris le bus et elle est arrivée à Douala un vendredi après-midi. La cérémonie avait lieu dans le grand amphithéâtre de l'université. Madeleine s'est assise au fond, dans son plus beau pagne, celui avec les motifs dorés que Théophile lui avait offert pour leur mariage. Elle était fière, si fière que son cœur débordait. Quand le nom d'Éric a été appelé, elle s'est levée. Elle a applaudi. Des larmes de joie coulaient sur son visage. Son fils, son bébé, sur cette estrade, en chemise blanche et pantalon noir, beau comme un prince. Après la cérémonie, elle l'a cherché dans la foule. Elle l'a vu entouré de ses amis et de... Son cœur s'est serré. Une jeune fille, belle, bien habillée, avec des ongles longs et un téléphone iPhone. Madeleine s'est approchée. « Éric, mon fils !» Le visage d'Éric s'est décomposé. Devant ses amis, devant la fille, devant tout le monde. « Maman, pourquoi tu es là ?» La fille a souri poliment. « Oh, c'est ta maman ? Bonjour, madame. » Éric n'a pas répondu à la fille. Il a pris sa mère par le bras et l'a entraînée à l'écart derrière le bâtiment. Madeleine a reculé, comme si on l'avait giflé. « Éric, ce pagne, c'est celui de mon mariage avec ton père. C'est tout ce qui me reste de lui. » Justement, maman, c'est vieux, c'est démodé. Ici, les gens ne portent pas ça. Maman, je t'en supplie, ne viens plus jamais me voir ici. Mes amis pensent que tu es ma domestique. Si tu m'aimes vraiment, reste dans ton village et laisse-moi vivre ma vie. Voilà, les mots du début de cette histoire. Vous comprenez maintenant d'où ils viennent. Vous comprenez le poids qu'ils portent. Chaque syllabe est un couteau planté dans le cœur d'une mère qui a tout donné. Madeleine n'a rien dit. Elle a regardé son fils une dernière fois. Puis elle a tourné les talons et elle est partie. Cette nuit-là, dans le bus du retour, elle n'a pas pleuré. Elle était au-delà des larmes. Elle était dans cet endroit froid et silencieux où la douleur est tellement profonde qu'elle ne fait plus mal. Elle fait juste froid. Mais ce que Madeleine ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Quand Madeleine est rentrée à Bafang, quelque chose avait changé en elle. Grace l'a vu tout de suite. Sa mère marchait différemment, plus droite, plus lente, comme quelqu'un qui a pris une décision. Madeleine n'a pas raconté ce qui s'était passé à Douala. Elle a juste serré Grace dans ses bras et lui a dit « Ma fille, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. » Le lendemain, Madeleine a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 20 ans. Elle est allée voir un pasteur. Pas pour prier, pour parler. Le pasteur Samuel,
un homme sage de 60 ans qui connaissait Madeleine depuis l'enterrement de Théophile, l'a écoutée pendant 2 heures sans l'interrompre. Quand elle a fini, il a dit. Ces mots ont résonné dans sa tête comme une cloche. Le soir même, Madeleine s'est assise avec un cahier et un stylo. Elle a fait les comptes. En 18 ans, elle avait dépensé plus de 8 millions de francs CFA pour Éric. 8 millions. Elle a additionné chaque beignet, chaque nuit de ménage, chaque pagne cousue, chaque bassine de linge lavé. 8 millions de francs arrachés à la sueur, à la fatigue, à la faim. 8 millions de francs. Et son fils avait honte d'elle. Puis, elle a regardé l'autre côté du cahier. Grâce. Sa fille de 13 ans qui ne demandait jamais rien, qui portait des chaussures trouées sans se plaindre, qui avait de bonnes notes malgré tout, qui n'avait jamais eu un téléphone, jamais eu un jouet neuf, jamais eu une robe qui n'était pas un reste de quelqu'un d'autre. Madeleine a fermé le cahier et elle a commencé à agir. D'abord, elle a réduit les envois à Éric. Au lieu de 80 000 francs, elle a envoyé 50 000, puis 40 000, puis 30 000, juste le nécessaire. Éric a appelé furieux. Éric a raccroché sans dire au revoir. Avec l'argent économisé, Madeleine a fait 3 choses. Premièrement, elle a acheté de bonnes chaussures et un uniforme neuf pour Grâce. Deuxièmement, elle a payé des cours de rattrapage en mathématiques pour Grâce, qui rêvait de devenir comptable. Et troisièmement, et c'est là que tout a basculé, elle est allée voir Monsieur Fautzeau, un ancien commerçant du marché central qui donnait des conseils aux petits entrepreneurs. Monsieur Fautzeau l'a regardée avec respect. « Madeleine, tu ne fais rien de mal, mais tu penses petit. Tu vends devant une école. Et si tu vendais devant 3 écoles? Et si tu formais 2 filles du quartier à faire tes beignets et tu les envoyais vendre à ta place pendant que toi, tu prépares et tu organises? » Cette idée a allumé une flamme dans les yeux de Madeleine. Pour la première fois depuis des années, cette flamme n'était pas pour Éric. Elle était pour elle-même. Madeleine a commencé petit. Elle a recruté Sandrine, une jeune fille de 17 ans du quartier qui cherchait du travail, et Aïcha, une voisine de 20 ans. Elle les a formés. Elle leur a appris sa recette exacte, la texture de la pâte, la température de l'huile, la taille parfaite de chaque beignet. Puis, elle les a envoyés vendre devant 2 autres écoles, avec des commissions de 30%. En un mois, ses revenus ont triplé. De 3 000 francs par jour, elle est passée à 9 000, puis 12 000. Elle a réinvesti. Elle a acheté un 2e réchaud, puis un 3e. Elle a ajouté des produits, des galettes de maïs, des gâteaux de pistache, du jus de gingembre. Le bouche à oreille a fait le reste. Les beignets de Madeleine étaient connus dans tout Bafang. On venait de l'autre bout de la ville pour les acheter. Elle a loué un petit espace au marché central, un vrai point de vente, avec un comptoir, une enseigne peinte à la main, cote 66. Grâce aidait le week-end. Elle tenait les comptes dans un cahier, proprement, avec des colonnes pour les dépenses et les recettes, comme une vraie comptable en herbe. Et pendant ce temps, Éric finissait ses études à Douala. Il a obtenu sa licence en gestion. Et c'est là que la vraie nature du monde lui a sauté au visage. Parce que Kevin, le fils de l'entrepreneur, a eu un emploi dès la fin de ses études. Son père l'a placé dans son entreprise.
Thierry, le fils du fonctionnaire, a été pistonné dans un ministère. Brice a repris un des magasins de son père. Et Éric n'avait personne. Pas de père entrepreneur, pas d'oncle fonctionnaire, pas de réseau, pas de piston. Juste un diplôme et une mère qu'il avait renié. Il a cherché du travail. Pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Il envoyait des CV partout. Il allait à des entretiens. Rien. La réalité de Douala est cruelle. Sans connexion, un diplôme n'est qu'un morceau de papier. Et l'argent de Madeleine ne venait plus. Elle envoyait le minimum, 20 000 francs par mois. À peine de quoi payer le loyer de sa chambre. Éric a dû quitter la cité universitaire. Il a trouvé une petite chambre dans un quartier populaire de Bonaberry. L'ironie. Le fils qui avait honte du quartier populaire de sa mère vivait maintenant dans un quartier populaire encore pire. Ses amis de luxe ont disparu. Kevin ne répondait plus à ses appels. Thierry ne le voyait plus dans les restaurants chics. Brice avait ses propres problèmes. La fille à l'iPhone l'avait quitté pour un type qui avait une voiture. Éric était seul, comme sa mère avait été seule après la mort de Théophile. Sauf que Madeleine, elle, n'avait jamais eu honte de qui elle était. Mais ce que Éric ne savait pas encore, c'est que les choses allaient devenir bien pires. Un soir, désespéré, Éric a appelé sa mère. Code 67. Pour la première fois depuis longtemps, Madeleine a entendu la voix de son petit garçon de 4 ans dans celle de cet homme de 24 ans. La voix de l'enfant qui serrait sa main à l'enterrement de son père. Et son cœur de mère, ce cœur qu'on ne peut jamais complètement briser, s'est serré. Éric a raccroché. Il n'est pas rentré. Pas encore. L'orgueil, ce poison qui coule dans les veines des jeunes hommes et qui leur fait confondre la dignité avec l'arrogance. Il a tenu encore 3 mois. Il a fait des petits boulots. Gardien de nuit dans un entrepôt, vendeur dans une boutique de téléphone. Mais rien de stable. Rien de digne du diplôme qu'il brandissait comme un bouclier contre la réalité. Et puis un jour, il a reçu un message WhatsApp de Thierry. Une photo. C'était la photo d'un article de journal local. Le titre disait « -bas, cote, -bas, 71, -bas, -bas ». Éric a lu l'article 3 fois. Sa mère avait ouvert un 2e point de vente. Elle employait maintenant 8 personnes. Elle avait acheté un terrain. Elle était devenue une figure respectée du marché. On l'invitait à des réunions de l'association des commerçants. Le sous-préfet l'avait félicité publiquement. Thierry avait ajouté un commentaire sous la photo. -bas, cote, -bas, 72, -bas, -bas. Éric a fixé l'écran de son téléphone. Et pour la première fois, la honte qu'il a ressentie n'était pas dirigée vers sa mère. Elle était dirigée vers lui-même. Il a pris le bus pour Bafang le lendemain. Quand il est arrivé, il ne reconnaissait pas l'endroit. Sa mère avait déménagé. Elle n'habitait plus la petite chambre humide avec le rideau et le réchaud à gaz. Elle avait une maison. Petite, modeste, mais une vraie maison. 3 pièces. Un salon, une cuisine séparée, une terrasse où Grace faisait ses devoirs. Grace, d'ailleurs, avait bien grandi. 16 ans, élégante dans sa simplicité, sérieuse comme un juge,
avec des lunettes qu'elle portait pour lire. Elle préparait son baccalauréat. Quand Eric est entré dans la cour, c'est Grace qui l'a vu en premier. « Eric ?» Sa voix était froide. Pas méchante. Froide. « Grace, tu as grandi ?»« Oui, le temps passe, même pour ce qu'on oublie. » La flèche a touché sa cible. Eric a accusé le coup. Madeleine est sortie de la cuisine. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier. Elle a regardé son fils. Grand, maigre, les vêtements froissés, le sac usé, le regard perdu. Elle ne lui a pas sauté dans les bras. Elle ne lui a pas crié dessus. Elle a juste dit « Tirez bas, quote, tirez bas, 76, tirez bas, tirez bas. » Eric a hoché la tête, et il s'est assis à la table de sa mère, dans la maison que sa mère avait construite sans lui, et il a mangé le repas que sa mère avait préparé, avec l'argent que sa mère avait gagné seule. Ce soir-là, après le dîner, Madeleine et Eric se sont assis sur la terrasse. La nuit était douce. On entendait les grillons et au loin, la musique d'un bar. « Maman, je suis désolée. » Madeleine n'a pas répondu tout de suite. Elle regardait les étoiles. Eric a baissé la tête. Le silence, encore. Eric a pleuré. Des larmes vraies, cette fois. Pas les larmes d'un homme qui a perdu son confort. Les larmes d'un homme qui a compris qu'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le statut. L'amour inconditionnel de sa mère. Le lendemain, Madeleine a pris un cahier. Le même type de cahier où elle avait fait ses comptes pendant des années. Et elle a posé le cahier devant Eric, avec un stylo. « Tu veux travailler ? Tu vas commencer ici. Je ne vais pas te donner un bureau et une chemise propre. Tu vas commencer là où j'ai commencé, au marché. Tu vas livrer les commandes. Tu vas compter les stocks. Tu vas nettoyer les réchauds. Et tu vas apprendre ce que signifie gagner de l'argent avec ses mains. » Eric a regardé sa mère. Il y a 1 an, il aurait refusé. Travailler au marché, lui, le diplômé ? Mais la vie lui avait appris une leçon que l'université ne pouvait pas enseigner. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est le premier pas vers la vraie force. D'accord, maman. Et c'est ainsi qu'Eric Kengd, licencié en gestion de l'université de Douala, a commencé à porter des sacs de farine et à compter des beignets au marché central de Bafang. Les premiers jours ont été durs. Ses mains, habituées au clavier d'un ordinateur, se sont couvertes d'ampoules à force de soulever les sacs. Son dos, habitué aux chaises des amphithéâtres, lui hurlait de douleur après des heures debout. L'odeur de l'huile de friture lui collait à la peau. Les femmes du marché le regardaient avec curiosité. Le fils de Madeleine, le grand diplômé, qui livrait des beignets ? Mais quelque chose de miraculeux s'est produit. En travaillant au marché, Eric a commencé à voir sa mère autrement. Il a vu comment elle négociait avec les fournisseurs, comment elle gérait ses 8 employés, comment elle calculait ses mares de tête plus vite qu'une calculatrice, comment les gens la respectaient, pas pour son diplôme, pas pour ses vêtements, mais pour sa parole et son travail. Madeleine Kengné n'avait jamais mis les pieds dans une université, mais elle était la meilleure gestionnaire qu'Eric avait jamais rencontrée. Et doucement, sans le dire,
Eric a commencé à appliquer ce qu'il avait appris à l'université au petit empire de sa mère. Il a créé un système de comptabilité. Il a négocié de meilleurs prix avec les fournisseurs de farine et d'huile. Il a ouvert une page Facebook pour le commerce. Il a suggéré de diversifier les produits, ajouter des jus frais, des sandwichs, des plats préparés pour les travailleurs du midi. Madeleine observait tout cela sans rien dire. Elle voyait son fils se transformer. Pas en l'homme en chemise blanche dont elle avait rêvé, en quelque chose de mieux. Un homme qui travaillait avec ses mains et sa tête, qui ne regardait plus personne de haut, qui disait « Côte 84 » à chaque femme du marché avec le même respect. 6 mois ont passé, puis 1 an. L'entreprise de Madeleine a grandi encore. Avec les idées d'Eric et le réseau de Madeleine, elles ont ouvert un 3e point de vente. Puis un petit restaurant. Côte 85 était devenue une marque. 12 employés. Un chiffre d'affaires de plus d'1 million de francs par mois. Grace, de son côté, a obtenu son baccalauréat avec mention bien. Madeleine a payé son inscription à l'Institut universitaire de technologie de Douala en comptabilité-gestion. Cette fois, elle a accompagné sa fille elle-même. Elle lui a trouvé une bonne chambre. Elle lui a acheté un téléphone correct. Et Grace, contrairement à son frère, a pris sa mère dans ses bras devant tous ses camarades et a dit « C'est ma mère, la femme la plus forte que je connaisse. » Un soir, Eric est venu trouver sa mère dans la cuisine du restaurant. Il avait quelque chose dans les mains. Une enveloppe marron. Madeleine a souri. Elle connaissait ce type d'enveloppe. Eric a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un document. L'acte d'un terrain de 500 mètres carrés à Bafang, dans un bon quartier. Le terrain était au nom de Madeleine Kenge. Madeleine a pris le document. Ses mains tremblaient. Ces mêmes mains cassées et calleuses qui avaient frit des milliers de beignets, lavé des centaines de bassines de linge, cousu des dizaines de pagnes. Ses mains tenaient maintenant un acte de propriété offert par son fils. Elle n'a pas pleuré. Elle a souri. Et son sourire disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Mon fils, ce n'est pas le terrain qui me rend heureuse. C'est toi, le vrai toi, celui que j'ai porté dans mon ventre et que j'ai retrouvé. Et c'est à ce moment-là qu'Eric a compris quelque chose que tous les cours de l'université de Douala ne lui avaient jamais appris. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on ne peut pas acheter. Le respect, la gratitude, l'amour de ceux qui ont saigné pour nous. Aujourd'hui, Madeleine Kenge a 50 ans. Elle dirige une petite chaîne de restauration rapide à Bafang. 3 points de vente, un restaurant, 15 employés. Elle a construit une maison de 5 pièces sur le terrain qu'Eric lui a offert. Elle porte toujours son foulard sur la tête. Ses mains sont toujours calleuses. Mais son dos est droit et son regard est paisible. Eric est devenu le directeur administratif de l'entreprise familiale. Il porte parfois une chemise blanche, sa mère en rit. Il est fiancé à une fille de Bafang, une institutrice modeste et douce qu'il a présentée à sa mère le premier jour. Il n'a plus jamais eu honte. Et chaque matin, quand il arrive au restaurant, il dit à haute voix, devant tout le monde, « Côte 90 !» Grace est en 2e année de comptabilité à Douala. Elle gère les comptes de l'entreprise à distance depuis son téléphone. Elle appelle sa mère chaque soir. Et dans le salon de Madeleine, accroché au mur, il y a un cadre.
Dans le cadre, il y a un morceau de tissu. Un petit carré de pagne, le pagne doré de son mariage, celui qu'Éric avait trouvé, cote 91. Madeleine l'a gardé. Pas comme une relique du passé, comme un rappel. Un rappel que la valeur d'une femme ne se mesure pas à ses vêtements, mais à ce qu'elle construit quand le monde essaie de la briser. Chers amis, cette histoire nous enseigne 3 leçons. Premièrement, n'ayez jamais honte de ceux qui se sacrifient pour vous. Les mains qui vous nourrissent méritent plus de respect que les mains qui vous applaudissent. Celui qui a honte de sa mère a honte de ses propres racines. Et un arbre sans racines, ça ne tient pas debout. Deuxièmement, la vraie valeur d'une personne ne se voit pas dans ses habits, son téléphone ou son adresse. Elle se voit dans ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Madeleine n'avait pas d'iPhone, pas de voiture, pas de diplôme. Mais elle avait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La force de se lever chaque matin pour ceux qu'elle aime. Troisièmement, il n'est jamais trop tard pour revenir. Éric a fait des erreurs terribles. Il a blessé la personne qu'il aimait le plus au monde. Mais il a eu le courage de revenir, de s'humilier, de recommencer à zéro. Et sa mère a eu la grandeur de lui ouvrir la porte, non pas pour oublier, mais pour reconstruire. Comme le dit le proverbe, on peut pardonner à celui qui trébuche, mais pas à celui qui refuse de se relever. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Écrivez dans les commentaires « Avez-vous déjà eu honte de quelqu'un qui vous aimait ? Ou êtes-vous cette personne qui donne tout sans recevoir de reconnaissance ? Dites-nous, votre histoire compte aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, n'oubliez jamais, respectez ceux qui se lèvent tôt pour vous. Parce que le jour où ils arrêtent, le froid que vous ressentirez, aucun diplôme, aucun iPhone, aucune chemise blanche ne pourra le réchauffer. À bientôt.